Améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage de l'anglais dans notre pays. Le président de l'association des professeurs d'anglais du Niger s'est quant à lui réjoui de cet appui qui a ciblé à la fois les enseignants, les conseillers et auteurs de manuels scolaires à travers le Niger. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé est « L'horloge tourne, il est temps de tenir nos promesses, il est temps de mettre fin à la tuberculose ». Dans le message qu'il a livré pour la circonstance, le ministre de la Santé publique a indiqué que cette célébration vise à la fois à sensibiliser et informer la population afin de réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie. Amadou Issoufou et Sadou Inouali. Cette journée est célébrée dans un contexte particulier marqué par la Covid-19, une maladie qui a beaucoup impacté les activités de lutte contre la tuberculose, a d'emblée affirmé le ministre de la Santé publique. Seulement des engagements restent à honorer et qui ont trait à la prévention, le financement, la lutte contre la stigmatisation et la promotion d'une action équitable. Fort heureusement, la tuberculose est considérée comme un problème de santé publique prioritaire au Niger. Sa prise en charge fait partie intégrante du paquet minimum d'activités des services de santé. Malgré les contraintes liées à la restriction des activités à cause de la pandémie de la Covid-19, au Niger, en 2020, le programme national de lutte contre la tuberculose a enregistré 11 500 cas de tuberculose sensibles, toutes formes confondues. Parmi eux, 9 545 ont accepté de faire les tests VIH, soit 83%, avec 372 positifs, soit 3,89%, parmi lesquels 273, soit 73%, ont été mis sous traitement antirétroviraux. La tuberculose pulmonaire à frotis positif est passée de 8 798 nouveaux cas en 2019 à 8 896 nouveaux cas en 2020. L'incidence de la tuberculose est passée de 113 cas pour 100 000 habitants en 2010 à 84 cas pour 100 000 habitants en 2019. En ce qui concerne les résultats du traitement, on note une amélioration d'année en année. Ainsi, le taux de succès thérapeutique est passé de 76% en 2012 à 84% en 2019 pour un objectif de 85% en 2021. Néanmoins, le taux de perdu de vue et de décès représente respectivement 7% et 8% pour la cohorte de 2019, ce qui rend difficile l'atteinte de l'objectif escompté. Ahmed Boto a également évoqué la situation de la tuberculose multirésistante avant de souligner les initiatives de promotion de la santé et de lutte contre la tuberculose. La gratuité des examens de dépistage pour tout malade suspect de tuberculose ainsi que les soins, le renforcement des capacités humaines et techniques du programme, la création d'une ligne budgétaire annuelle pour achat de médicaments réactifs et consommables pour 450 millions de francs CFA. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier vivement tous les acteurs de la lutte et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays en vue du contrôle de cette maladie. Je pense à l'Organisation mondiale de la santé, au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à l'Action d'Amiens, à l'Union internationale de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires, aux ONG communautaires Plan Niger, ONN et toutes les organisations de la société civile qui interviennent dans la lutte contre la tuberculose. Le ministre de la Santé publique a par ailleurs rappelé la mise en place d'un cadre national multisectoriel de redevabilité relatif à la lutte contre la tuberculose et les investissements consentis dans le cadre de la détection. Santé toujours avec les tendances Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 23 mars 2021 se présentent comme suit. 5 cas positifs, tous de sexe masculin, dont 1 chez les demandeurs de tests pour voyage et 4 chez les alertes sur 321 tests réalisés. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 3 à Niamey et 2 à Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 86 912 personnes testées, 4 939 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 551
153 guéris, 185 décès, 201 cas actifs, 40 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au strict respect de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Mohamed Boucha, a présidé ce matin à Niamey l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des services de l'inspection du travail dans le cadre du respect et de la protection des droits des travailleurs migrants. Un cadre d'échange et de réflexion pour mieux élaborer la mise en application de la législation en matière de protection des migrants. Hassime Abdoulaye et Sadou Inouali. Ali. Cette rencontre qui réunit les cadres centraux du ministère de l'Emploi, les inspecteurs du travail, les partenaires techniques et financiers et les représentants des syndicats des travailleurs a pour objet la validation du rapport d'études diagnostiques du plan de renforcement des capacités des services de l'inspection du travail dans le cadre de la protection des migrants. Le Niger, ayant souscrit à plusieurs conventions internationales relatives aux questions de la migration, il convient alors de développer plusieurs stratégies pour le respect des engagements. Durant ces 2 jours, aujourd'hui et demain, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, avec le ministère de l'Intérieur, le DG vient d'arriver, et les consultants des cabinets, auront à vous exposer les cadres politiques et stratégiques, ainsi que les résultats de l'étude réalisée, auxquels ils sont parvenus lors des entretiens qu'une partie des participants ici parmi vous, vous leur avez individuellement accordé. Cet atelier étant le premier, aura comme résultat un plan d'action qui va sûrement donner suite à des actions futures pour le renforcement des capacités et des conditions de travail des services de l'administration du travail. Plaque tournante de la migration et pays de transit pour les migrants, le Niger est confronté à plusieurs défis. Il est alors primordial de mieux outiller les acteurs concernés afin de répondre efficacement à ces défis liés à la protection des droits des migrants. Il est attendu des inspecteurs du travail une plus grande implication dans leur mission de contrôle de l'application de la législation en matière de protection des droits humains en général et des droits des travailleurs en particulier. La mise en œuvre de l'agenda de travail décent et la nouvelle politique nationale d'immigration exigent d'eux une bonne appropriation des instruments juridiques internationaux pertinents en ce domaine afin notamment de combattre l'injustice, les inégalités au travail et la pauvreté. Des conclusions pertinentes sont attendues à la fin de ces 2 jours de travaux, conclusions qui seront minutieusement étudiées pour la mise en application des politiques publiques en matière de protection des travailleurs migrants. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier national de partage et d'accompagnement de la stratégie du développement économique local de la commune rurale de Timia. C'est la ministre déléguée à la décentralisation qui a présidé la cérémonie en présence des autorités de la région d'Agadez et des partenaires techniques et financiers. Mahamadou Dodo et Nana Maria Moutsari. Située au cœur de l'Aïr, la commune rurale de Timia est très connue dans la culture des agrumes. Pour davantage tirer profit de cette spécificité propre à la commune, les autorités locales et les partenaires au développement ont créé et mis en œuvre une stratégie de développement économique local, objet de la présente rencontre de partage et d'accompagnement. L'expérimentation de cette nouvelle approche de développement économique local d'elle prend son origine dans une initiative concertée approuvée par le conseil municipal de la commune de Timia, qui a bénéficié de l'appui technique et financier du PRODEC GIZ. Il en résultera de cet atelier la création des conditions nécessaires pour la recherche du financement du plan d'action d'IDEL de la commune de Timia pour atteindre les objectifs fixés conformément à cette démarche. En tant que partenaire stratégique, le projet Champ d'action de PRODEC GIZ a toujours accompagné la commune rurale de Timia à asseoir une stratégie de développement économique local. Il est de notre ressort
de créer toutes les conditions de développement économique, socio-économique et éducatif de nos collectivités. Et nous ne pouvons le faire que si nous nous regardions ensemble en face pour essayer d'identifier exactement et de façon consensuelle quelle potentialité nous devons mettre en avant pour bâtir nos terroirs, créer des emplois, créer des richesses, créer les conditions d'une bonne gouvernance où tout le monde pourrait se retrouver. La ministre déléguée à la décentralisation salue cette initiative de la commune rurale de Timia qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. En élaborant une stratégie de développement local, les élus locaux de la commune de Timia s'inscrivent dans une vision dynamique du développement et les orientations du programme de Renaissance Acte 2 de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Elle s'inscrit également dans le cadre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 et du plan d'action de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il y a lieu de souligner que l'ensemble de ces programmes confèrent une place de choix aux communes dans le cadre de leur mise en œuvre. Le présent document soumis à l'appréciation des participants permettra à la commune rurale de Timia de renforcer davantage les capacités de ses acteurs agricoles tout en élargissant l'expérience du développement économique local à d'autres secteurs d'activité porteurs. Le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a séjourné dans la région de Maradi où il a effectué une visite de travail au niveau du bureau de douane de Dan-Issa, département de Madaroufa, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. Il est accompagné dans ce déplacement par le ministre du Commerce et ses proches collaborateurs, Abdul Fattah Moussa et Nassirou Nakakale. Accueilli à l'aéroport de Maradi par les autorités administratives et les responsables des forces de défense et de sécurité, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, Wankile Mene, et le ministre Sadou Sedou ont eu un tête-à-tête avec le gouverneur de la région avant d'acheminer à la résidence présidentielle. Ensuite, direction bureau frontalier de douane de Dan-Issa dans le département de Madaroufa. Pour rappel, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a pour objectif de créer un marché unique pour les marchandises et les services, de faciliter la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. Elle vise également la création d'une union douanière afin de promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable des 36 États membres. En effet, après avoir été briefé par les responsables douaniers de la place sur les opérations douanières et les défis auxquels ils sont confrontés, le secrétaire général de la ZLECAf, Wankile Mene, s'est dit réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a remercié le ministre du Commerce, Sadou Sedou, pour l'organisation de cette rencontre. Il a aussi tenu à féliciter le président Issoufou pour le rôle qu'il a joué dans l'accord de la ZLECAf. We now have 36 countries who are state parties to the ZLECAf. Nous avons maintenant 36 pays qui sont partis à ces accords de la ZLECAF. Donc, le but de cet accord, c'est vraiment la facilitation des échanges. La facilitation des échanges, les dédouanements, les transits sont des aspects très fondamentaux pour la facilitation de l'intégration économique et commerciale. C'est la première fois à l'échelle du continent, nous avons un instrument avec un accord qui permet donc d'avoir
des opérations normalisées et standards de douane à l'échelle du continent. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir accélérer le processus de dédouanement des marchandises au niveau des frontières des pays africains. Je suis très heureux d'apprendre que vous avez donc des dispositifs vous permettant de dédouaner les marchandises en moins de 30 minutes, si en tout cas vous avez la connexion. This is indeed a very, very positive report that you have made to us this afternoon. Le rapport que vous venez de nous faire est vraiment très positif. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, s'est dit honoré pour le choix porté sur son entité administrative pour ce signal fort de la ZLECAf qui vient d'être lancé. Retenons que cette visite du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine au Niger et à Maradi constitue la première du genre depuis son élection à ce prestigieux poste. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en collaboration avec l'Agence française de développement organise depuis ce matin à Niamey une formation à l'intention des directeurs des ressources humaines de l'administration publique et privée, une formation sur les techniques d'élaboration et de suivi des plans de formation. Mahmoud Idrissa Maïga. C'est en effet dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service de qualité que cette formation est organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, à l'intention des directeurs des ressources humaines de l'administration publique. Un projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement, dont le représentant estime que les directeurs des ressources humaines ont un rôle beaucoup plus important à jouer dans la modernisation de l'État et le bon fonctionnement de l'administration publique. Pour une administration efficace, pour une administration efficiente, il faut finalement qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place. Il faut que ces personnes soient formées tout au long de leur carrière. Il faut qu'elles aient des plans de carrière. Il faut qu'elles aient envie d'évoluer. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, un aspect important qui soit donné à la méritocratie au sein de l'administration. Le haut-commissaire à la modernisation de l'État, dans son allocution, a souligné toute l'importance de cette formation sur les techniques d'élaboration et de suivi des plans de formation des cadres de l'administration publique, notamment les directeurs des ressources humaines. La qualité des ressources humaines déterminant la qualité de la gouvernance et de la performance, la fonction ressources humaines est alors déterminante dans l'organisation et le fonctionnement de toute structure, qu'elle soit publique ou privée. C'est pourquoi, avec le concours de l'Agence française de développement, le gouvernement du Niger a initié cette formation continue pour plus d'efficacité dans le système de production de l'offre de services publics dans nos administrations, mais avant, dans la bonne gestion des carrières des agents de l'État, pour rendre prévisibles les recrutements, les avancements, la formation continue et les départs à la retraite. L'objectif ici recherché à travers le présent atelier est de contribuer à l'instauration d'une culture de planification de la formation dans l'administration publique à travers la mise en place de plans de formation dans chacune de nos institutions. Cette formation va durer 112 heures pendant lesquelles les participants vont être entretenus sur tous les contours de la problématique des plans de formation. Tenu ce matin à Niamey de l'atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'affinage d'or dans le quartier aéroport dans l'arrondissement communal 4 de Niamey. L'objectif est d'obtenir auprès du ministère en charge de l'environnement l'autorisation préalable avant le démarrage des activités. Aminata Garba et Hassan Moussa. Le présent projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'affinage d'or dans le quartier aéroport est une étape supplémentaire dans l'intégration de la filière or dans le secteur industriel au Niger. La mise en œuvre de ce projet permettra la planification de l'or en vue de sa valorisation et sa certification afin de mieux assurer la gestion. Cette loi stipule à son article 14 que les activités ou projets de développement à l'initiative de la puissance publique ou d'une personne privée qui, par l'importance de leur dimension, de leur incidence sur les milieux physiques et humains, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une étude d'impact environnemental et social. L'exercice pour lequel nous sommes sollicités ce matin
procède au besoin d'un examen indépendant et objectif du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'affinage d'or dans le quartier aéroport de Niamey. Le Niger s'est résolument engagé à préserver l'environnement en adoptant des textes législatifs et réglementaires pertinents. C'est pour cela que ce projet a été soumis à l'obligation légale. La filière or participe très peu au développement socio-économique de notre pays à travers une contribution au PIB de moins de 10%, selon le PDS 2017-2021. C'est pourquoi la dernière révision de la loi minière intervenue en mars 2017, sous l'impulsion de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, est conçue notamment pour concourir à la diversification du secteur minier et à la valorisation locale des substances minérales extraites. En dépit des nombreux avantages et opportunités qu'engendre la mise en œuvre de ce projet, un examen exhaustif et objectif du rapport est attendu des participants de cet atelier. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de formation des partenaires sur la collecte et l'analyse des données basées sur le genre dans les situations de crise. C'est une initiative de ONU Femmes qui s'inscrit dans le cadre du projet Reconstruire pour un mieux-être économique et renforcement socio-économique des femmes affectées par la Covid-19 au Niger. Abdelkarim Mamambarmou et Abdoulaye Ali. Introduire les partenaires au mécanisme de collecte de données et de les rendre disponibles pour apporter la réponse la plus efficace aux femmes et aux filles, tel est l'objectif visé à travers ces assises. Une manière pour ONU Femmes de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs humanitaires. Cette formation de 2 jours sur le module IIC de marqueurs de genre et d'âge est un effort pour vous introduire à ce mécanisme de collecte de données et de les rendre disponibles pour apporter la réponse la plus efficace aux femmes et aux filles. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais plutôt le début d'un effort soutenu pour rendre les femmes et les filles visibles en temps de crise. Pourquoi ONU Femmes continue de sensibiliser à l'importance des données sexo-spécifiques par le biais de diverses initiatives, comme par exemple le centre de données Women Count, pour soutenir les indicateurs des ODD. La réponse de Women Count a couvert 6 pays d'Afrique. Et il y a également l'évaluation rapide du genre dans différents pays sur l'impact du Covid-19 sur les femmes et les filles. Et cette étude couvrira dans les prochains jours le Niger également. En procédant à l'ouverture des travaux, la représentante de la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Mme Seydou Fernande, a exhorté les participants à porter une oreille attentive afin que ces derniers puissent mieux utiliser les données ventilées par sexe et par âge en vue de promouvoir plus efficacement l'égalité des sexes dans les efforts humanitaires. Tenu ce lundi à Difa des assises de l'atelier de vulgarisation du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA et les textes d'application adoptés par le Niger, organisés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Le compte rendu de Amadou Hassan et Haruna Sanda. Cet atelier organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a pour entre autres objectif d'outiller une quarantaine de participants provenant des services techniques régionaux, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations qui œuvrent dans le domaine de l'artisanat. La commission de l'UEMOA a adopté le 27 mars 2014 le règlement numéro 01/2014/C1/UEMOA portant code communautaire de l'artisanat de l'espace UEMOA. Il s'agit d'un code dans lequel, en tout cas, tout ce qui concerne l'activité artisanale, comment ça doit se gérer, la réglementation, en tout cas, y est afférente, donc est définie dans ces documents. Donc l'objet de notre présence à DIFA rentre dans le cadre de la vulgarisation de ce code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA et les textes d'application que le Niger a adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de ce code.
Le secrétaire général du gouvernement qui présidait la cérémonie a souhaité la bienvenue à tous les participants avant de saluer cette initiative du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le décret numéro 2020-809 PRN MTA du 6 novembre 2020 modifiant et complétant le décret numéro 2800 PRN MTA du 10 avril 2008 fixant la nomenclature des métiers artisanaux du Niger stipule à son article 3 que les activités de l'artisanat au Niger sont réparties dans une branche d'activité composée de 40 corps de métiers comprenant 291 métiers. Ainsi donc, cet atelier constitue sans nul doute une opportunité pour les participants de découvrir et apprécier à sa juste valeur le secteur de l'artisanat d'une part et les différents textes adoptés par le ministère en charge du tourisme et de l'artisanat d'autre part. Pour booster ce secteur de l'artisanat, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, n'ont ménagé aucun effort pour orienter les actions sur la valorisation du secteur de l'artisanat et en faire un secteur porteur de croissance. Au cours du débat qui s'en est suivi, les participants ont pris la parole pour poser des questions d'éclaircissement ou pour apporter des suggestions auxquelles les membres de la mission ont apporté des réponses appropriées. La formation des interlocuteurs clés de l'État sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité s'est ouverte ce matin à Niamey. Objectif, permettre aux différents acteurs de la sécurité de s'approprier des principes de la gouvernance et de la réforme du secteur, prévenir les conflits et promouvoir la démocratie dans les pays fragiles. Hawa Mahmoudou et Hamidou Abdoulaye. Cette formation des interlocuteurs clés de l'État sur la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité durera 3 jours et regroupe les représentants des forces de défense et de sécurité et ceux des partis politiques et médias. Elle a des objectifs spécifiques selon le directeur du Centre national des études stratégiques de sécurité. Cette formation permettra aux participants de mieux connaître l'organisation et le fonctionnement des principales institutions nationales de sécurité et de justice, de comprendre l'importance de la GRSS, de ses principes et ses modalités pratiques dans la modernisation de l'État démocratique, de mieux maîtriser les questions sécuritaires régionales et le cadre politique de la CEDEAO régissant la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Au regard de l'importance de cette formation et de la qualité de son contenu, je vous demande d'y participer activement afin d'en tirer bénéfice et d'être des influenceurs pour la promotion de la GRSS au Niger. Intervenant pour la circonstance, le directeur du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité a d'abord présenté ses condoléances au peuple nigérien suite aux récentes attaques avant de situer les enjeux de cette formation. Ce qui précède nous permet de croire en l'objectif de contribuer à la création d'un environnement national et régional favorable à un contrôle et une surveillance renforcée du secteur de la sécurité. Nous espérons que cette activité sera une meilleure occasion pour les acteurs du contrôle démocratique de la gouvernance sécuritaire d'échanger sur la contribution des uns et des autres à la matière. A signalé que l'atelier prévoit aussi une ouverture sur les pratiques de gouvernance du secteur de la sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'activité résulte d'une enquête sur le niveau de connaissance, de compréhension et d'adhésion des parties prenantes aux principes de la CEDEAO, de bonne gouvernance du secteur de la sécurité au Niger. Démarrage ce matin à Bangoula des travaux de l'atelier dit de finalisation de la formulation du projet pilote d'opérationnalisation de l'approche Nexus Urgence Développement Paix dans la zone des 3 frontières au Niger. Cet atelier organisé par le Haut Commissariat à l'initiative 3N a vu la participation du gouverneur de la région de Tillabéri et du maire de Karma, Abdelaziz Issaka. Cet atelier qui durera 48 heures marque un tournant décisif dans la mise en place du projet pilote d'opérationnalisation de l'approche Nexus Urgence Développement Paix dans la zone des 3 frontières au Niger. Il offre le cadre aux différents acteurs qui y participent de finaliser la formulation du projet sur la base des résultats de l'étude de faisabilité organisée de décembre 2020 à janvier 2021.
Il s'agit à l'occasion de cet atelier de présenter les résultats saillants de cette étude, de voir les questions qui ont été soulevées à l'occasion de cette étude, qui n'ont pas eu de réponse satisfaisante. Et en groupe, ici, à l'occasion de cet atelier, voir dans quelle mesure nous pouvons approfondir les réponses qui peuvent être apportées à ces questions-là. Le projet concerne 10 communes des régions de Tawa et de Tillabéri, avec pour entre autres objectifs favoriser la dissémination de l'approche Nexus Urgence Développement Paix au reste du pays. Ce projet essaie de promouvoir une démarche assez nouvelle, un peu qui nous vient de discussions d'Istanbul, le sommet humanitaire mondial d'Istanbul, où les États se sont engagés à améliorer l'articulation entre le travail humanitaire, le travail de développement et le travail de promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité d'une manière générale. Parce que malheureusement jusqu'à présent on constate que différents acteurs travaillent chacun dans son couloir, malgré toutes les proclamations, toutes les déclarations. On constate qu'on perd beaucoup en termes de coût et efficacité dans les interventions du fait de cette insuffisance de coordination et de travail ensemble. C'est l'Agence française de développement AFD qui a accepté de financer le projet à hauteur de 10 millions d'euros pour une durée de 3 ans. La Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique, en collaboration avec l'Agence internationale à l'énergie atomique AIEA, organise depuis ce matin, et ce pour 2 jours, un atelier national sur le service consultatif international pour la protection physique. C'est le président par intérim de la ANEA qui a donné le coup d'envoi de ces travaux. Souleymane Boubacar et Maria Madakou. Par l'organisation du présent atelier, il s'agira en effet pour la Haute Autorité à l'énergie atomique ANEA et son partenaire, l'Agence internationale à l'énergie atomique AIEA, d'imprégner ces acteurs nationaux sur l'importance, les objectifs et le contenu de la mission IPAS. La mission IPAS, qui est une mission sollicitée par l'État du Niger, soucié du bien-être des populations et de leurs biens, afin d'évaluer le système de protection physique des matières nucléaires, des autres matières radioactives ainsi que des installations et activités associées, y compris durant le transport dans notre pays. Dans tous les pays, aujourd'hui, il n'y a pas une infrastructure qu'on peut faire sans utiliser les techniques nucléaires, que ce soit en matière de contrôle, dans la construction routière, dans tous les édifices, dans les prospections minières, dans la médecine, dans tous les domaines, dans le domaine de la sécurité, du contrôle des frontières. Donc, ces matières-là sont nécessaires. Donc, mais cette utilisation qui est indispensable au développement rime avec un besoin d'assurer une meilleure sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est quand même un grand producteur de l'uranium. Maintenant, il faut évaluer les conditions du transport de ces matières-là pour voir où est-ce qu'il y a des vulnérabilités à combler. À la présidence de la Haute Autorité à l'énergie atomique ANEA, l'on se réjouit fortement de la tenue de cette rencontre nationale. Je me réjouis de la présence parmi nous des institutions étatiques et non étatiques concernées par l'utilisation des sources radioactives et autres sources de rayonnement ionisant afin d'échanger et de promouvoir le respect des normes réglementaires indispensables à la sécurité et à la sûreté des travailleurs et de la population. Je profite également de cette occasion pour appeler toutes les parties prenantes à une meilleure collaboration concernant le suivi dosimétrique pour la santé de leurs agents assuré par la ANEA, notamment le retour des dosimètres en vue de leur lecture ainsi que de leur recalibration. Il faut souligner que la ANEA a fourni un effort supplémentaire pour répondre à toutes ces demandes de suivi dans ce domaine. À noter que le présent atelier est organisé en prélude à la mission IPAS prévue se tenir du 18 au 28 mai prochain. Lancement officiel ce matin à Niamey de la campagne de plaidoyer en faveur de la culture fourragère irriguée. C'est une campagne qui sera conduite par le collectif des organisations pastorales du Niger et qui vise à combler le déficit fourrager au Niger. Ouma Djamila Mouranchirou et Imran Boubacar Meiga. Le secteur de l'élevage est l'un des plus porteurs pour l'économie nigérienne. Vecteur de développement, l'élevage est au centre d'importantes initiatives, dont cette campagne de plaidoyer en faveur de la culture fourragère qui vient d'être lancée.
Et les acteurs et spécialistes du domaine de l'élevage que vous êtes ont eu à choisir parmi ces notes une qui peut répondre donc aux problèmes auxquels fait face donc l'élevage au Niger, à savoir l'alimentation. Maintenant, dans l'alimentation, un comité technique a été mis en place pour trouver des voies et moyens, peaufiner le travail qui a été fait. Et aujourd'hui, comme mon prédécesseur a eu à le dire, c'est un long processus qui commence. Parce que certes, il y a eu un travail en amont qui a été fait, mais ce travail va continuer. Donc je peux dire que je ne douterai point de votre capacité à conduire ce plaidoyer, parce que qui dit plaidoyer, c'est un processus très long. Or, les projets ont une durée de vie. Raison pour laquelle Mercy Corps a sollicité donc CAPAN pour le faire. Cette campagne est une initiative du collectif des organisations pastorales du Niger, approuvée par le ministère en charge de l'élevage. C'est très bien réfléchi de penser à des thèmes, c'est-à-dire à des solutions alternatives pour faire face aux différents problèmes liés à l'alimentation animale. Qui parle de culture fourragère irriguée, ça veut dire c'est hors saison. Et je crois que c'est très bien réfléchi. Déjà, ils ont commencé à porter leurs fruits. Et c'est un travail qu'on va commencer donc, c'est un processus de longue haleine. On leur affirme que le ministère est là pour les accompagner, Inch'Allah. Et on va rendre compte à qui des droits. Le lancement de cette campagne s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Accroître la productivité des petits ruminants grâce à une alimentation améliorée et rentable et des interventions en santé animale. Un programme mis en œuvre au Niger et au Burkina Faso sous le leadership de Mercy Corps. Ouverture ce matin à Guidarumji des travaux du Forum intercommunautaire de sensibilisation des opérateurs sur la gestion partagée des ressources naturelles, la prévention des conflits fonciers et le droit de la femme au foncier rural. Le compte-rendu de Sandra Tahi et Souleymane Issoufou. Organisé par le Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest, CESAO, avec l'appui financier de Oxfam Danemark à travers le projet Gouvernance démocratique et droits humains, ce forum a pour objectif de permettre aux acteurs ruraux impliqués dans la gestion des ressources naturelles partagées l'accès des femmes aux fonciers, de discuter entre eux sur les différentes contraintes afin de trouver ensemble des solutions durables et consensuelles aux problèmes qui se posent à l'exploitation des ressources pour ainsi assurer la quiétude des communautés rurales. Le CESAO pôle régional Niger a été installé en 2004 et couvre 4 pays. Toutes les interventions sont concentrées au Niger. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le projet d'appui à la réduction des conflits liés aux ressources naturelles partagées, PARC RP, à travers les mécanismes de prévention et de gestion non violente des conflits dans la région de Maradi. Ce projet s'insère dans certaines des thématiques d'intervention de CESAO, à savoir la gestion des ressources naturelles, l'adaptation au changement climatique, démocratie, gouvernance, droits humains, paix, sécurité et gestion des conflits, avec comme thème transversal la promotion des droits de la femme. Procédant à l'ouverture de ces travaux, le préfet de Guidarumji, Saleh Jigo, a évoqué les défis qui se posent à la gestion des ressources partagées qui sont en dégradation à cause de la pression démographique et des facteurs climatiques. Il a ensuite rappelé les efforts de l'État dans la prévention et la gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Le projet s'inscrit dans la dynamique de l'axe 5, gestion durable de l'environnement, du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 du Niger. Pour apporter des solutions à cette problématique, l'État du Niger a mis en place un outil spécifique qui est le code rural, dont les objectifs globaux sont de fixer le cadre juridique des activités agricoles, sylvicoles et pastorales dans la perspective de l'aménagement du territoire. Saleh Jigo a enfin exhorté les participants à prendre part activement aux différents débats pour mieux contribuer à l'atteinte des objectifs.
La grande mosquée de vendredi du sultanat de Katsina Maradi a servi de cadre ce matin une lecture de Saint-Coran. Cette action est organisée par le groupe Bazoum 2021 de la ville de Maradi. Objectif, implorer Allah pour qu'il bénisse le Niger et son peuple. Abdel Fattah Moussa et Abdel Karim Boubacar. Le climat sécuritaire tendu qui prévaut dans l'est du pays et au Sahel continue d'endeuiller des familles laissant des orphelins et des veuves. Ainsi, depuis la proclamation des résultats globaux provisoires des scrutins présidentiels du deuxième tour du 21 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la situation socio-politique nigérienne prend une autre dimension occasionnant des échauffourées dans certaines villes du pays. Ainsi, en pareille circonstance, le groupe Bazoum 2021 à travers les oulémas de la ville de Maradi, a organisé ce dimanche cette lecture du Saint-Coran. Objectif visé, implorer Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Très Miséricordieux, pour que la paix, la quiétude sociale et la culture du vivre ensemble s'installent davantage dans notre chère patrie. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله كرم da kasar mu lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu biyayya ga shugabannin mu da tsare su ka ba mu kwanciyar hankali kullu yasibana illa ma kataballahu lana wa mulina wa ala Allah falyatawakkalul ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا من القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا حول ولا قوة إلا Cette rencontre des oulémas a été aussi l'occasion d'invoquer la clémence d'Allah pour le repos des âmes des disparus victimes du terrorisme au Niger et au-delà, notamment ceux de la récente attaque de Banu Bongo dans la région de Tillabéri, faisant état de 66 morts. En outre, cette lecture du Saint-Coran qui a réuni plusieurs oulémas de la ville de Maradi et leurs disciples vise également à louer Allah pour qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond. Il faut enfin retenir que pour le groupe Bazoum 2021, cette initiative n'est pas la première du genre, ce qui matérialise la volonté et le ferme engagement de ses membres d'emboîter le pas au projet de leur président. Le marcheur de la paix de Tawa est décédé dans la matinée du lundi 22 mars 2021 à Yaya, département de Konni. Il était en partance pour Niamey pour l'investiture du nouveau président prévu le 2 avril prochain. Ces obsèques ont eu lieu au cimetière musulman de Tawa en présence des autorités administratives et régionales Bachir Karimou et Mahamadou Agoumo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah et vers lui nous retournerons car toute âme goûtera à la mort. C'est ainsi que Kadri Assouman, marcheur de la paix de Tawa, nous a quittés dans la matinée du lundi 22 mars 2021. Dans sa mission de quête pour la paix au Niger, il a quitté la ville de Tawa le jeudi 18 mars 2021 passé pour se rendre à Niamey afin d'assister à l'investiture du nouveau président du Niger prévu pour le 2 avril 2021. Mais le destin a décidé autrement car la mort l'a surpris en cours de route de suite d'une courte maladie, précisément à Yaya, à une cinquantaine de kilomètres du département de Konni. Son enterrement a eu lieu au cimetière musulman de Tawa en présence des autorités administratives de la dite région. Le défunt Abdul Kadri, il y a de cela plus d'un mois, au premier tour des élections présidentielles couplées aux législatives, était venu nous voir au bureau du gouvernorat pour nous dire sa décision de marcher de Tawa jusqu'à Niamey pour fêter avec les autres Nigériens l'avènement d'un nouveau président pour son pays. Alors, il s'est mis à l'ouvrage, notamment en se consacrant à des marches répétées chaque jour des entraînements. Il est venu jusqu'à nous demander de voir les autorités médicales d'Ottawa pour lui faire des examens. Effectivement, on lui a fait un bilan complet et à la suite de ce bilan-là, les docteurs lui ont dit qu'il était apte à faire cet exercice-là. Et voilà que
2 jours après le démarrage de cet exercice-là, sa marche de Tawa sur Niamey pour assister à l'investiture, son chemin s'est arrêté à Yaya. Le secrétaire général du gouvernorat d'Ottawa ainsi que sa délégation se sont rendus par la suite au domicile du défunt où une fatia collective a été faite pour le repos de son âme. Balé Aboubakar nous a fait cas des circonstances de la mort de son ami intime ainsi que de son portrait. Certes, tout vient de Dieu, mais sa mort a été causée par de sérieux maux de ventre et des crampes abdominales. Quand il a piqué le malaise, c'est moi qui l'ai appelé en premier pour le secourir. Quand je suis venu sur place, j'ai voulu repartir aussi trouver des secours, mais son état était tel que je ne pourrais bouger. C'est vraiment un homme très sociable et serviable. Il n'a de problème avec personne. Né le 31 décembre 1976 à Tawa, Kadri Assouman est décédé à l'âge de 45 ans, laissant derrière lui une femme et 6 enfants, dont 3 filles. La paix à l'âme du disparu, amen. La fête de la réussite de la République islamique du Pakistan a été célébrée ce matin à Niamey en collaboration avec l'Institut africain de technologie IAT. Plusieurs manifestations culturelles ont couronné cette cérémonie. Jamila Amadou et Bachir Rabo. La République islamique du Pakistan a connu des moments de défi liés à son développement, surtout sur le plan éducatif. Aussi, plus de 200 universités ont été créées selon l'ambassadeur Ahmed Ali Sirohe. L'éducation est un secteur qui bénéficie de toutes les attentions dans son pays. De son indépendance à 1947 aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour le Pakistan de réaliser tout ce qu'il a réalisé, d'être le grand pays qu'il est aujourd'hui et d'avoir su se marquer sur le plan international à travers toutes les réalisations qui ont été faites de 1947 à aujourd'hui. Pour appuyer cet esprit de solidarité et cette franche collaboration, le fondateur de l'Institut africain de technologie IAT a promis de les concrétiser à travers des compétitions et à la recherche scientifique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il vous souviendra déjà que le 10 février 2021, lors de votre visite dans nos locaux, vous avez solennellement pris l'engagement de jeter les jalons d'un partenariat entre votre ambassade et notre institut par le déroulement d'un programme conjoint dédié à la réussite de l'IAT et celle du Pakistan. Objet de notre présence ici, dans ce prestigieux lieu de l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le groupe IAT est un ensemble constitué de 2 écoles, dont le CESP Algoza et l'Institut africain de technologie, IAT. Le CESP Algoza a ouvert ses portes en octobre 2010 et forme des élèves de la maternelle au lycée, en passant par le primaire et le collège. Pour la rentrée académique 2020-2021, le CESP Algoza totalise un effectif de 600 élèves, tous niveaux confondus et tous sexes confondus. La maternelle et le primaire ont un effectif de 300 élèves. L'anglais et l'informatique y sont enseignés. Quant au collège et au lycée, ils totalisent respectivement un effectif de 175 et 125 élèves. S'agissant de l'IAT, il a ouvert ses portes en octobre 1999 dans un immeuble en location avec un effectif de 200 élèves et étudiants. Après 4 ans d'exercice, l'IAT a pu obtenir sa propre parcelle de 850 m² avec une évolution des effectifs qui passe à plus de 1000 élèves et étudiants. La modernisation des infrastructures sociales de base comme l'éducation demeure primordiale, surtout pour une jeunesse qui a besoin d'encadrement et de suivi. Un mémorandum sera bientôt signé entre l'ambassade du Pakistan et l'IAT pour nouer davantage des relations solides. La Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage loto